Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Où y es-tu? Vous y êtes et nous y sommes. Merci Gildas Diakoto pour la première marche donc de ce quatrième rendez-vous d'information couplé de débat sur la 96.3 Victoire FM, également reçu en direct, il faut vous le dire, sur le www.radiovictoire.fm partout ailleurs à travers le monde. Alors, les 91 députés de la 6e législature ont officiellement pris fonction le 2 avril dernier dans une ambiance solennelle puisque beaucoup de délégations étrangères, dont une délégation de ACPUE, Assemblée paritaire ACPUE, également présente. Un démarrage teinté de beaucoup d'attentes de la part des Togolais et également de l'ensemble des acteurs sociopolitiques. Qu'est-ce que les députés peuvent faire dans la situation actuelle? Nous avons pour cet effet M. Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, député à l'Assemblée nationale, président national du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD, qui est notre invité. Je vous le rappelle, il fut également Premier ministre de la République togolaise. Alors, honorable, bonjour. Président de l'Assemblée nationale aussi. Ah d'accord. Oui. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Vous êtes aujourd'hui l'un des 91 élus de la représentation nationale. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la rentrée officielle, vous l'avez effectuée le 2 avril dernier. Mais comment avez-vous vécu les premières semaines dans cette 6e législature? Non, je pense que l'Assemblée nationale est un lieu magnifique où on se sent investi d'une mission par le peuple. Et que donc on est là pour écouter le peuple et répondre également de à ses préoccupations. Donc la rentrée était, je dirais, très bon enfant. Bon, il y a des gens qu'on connaissait depuis, donc on a beaucoup rigolé. Mais pour autant, nous avons chevillé au corps donc le problème donc, que tous les Togolais connaissent, c'est-à-dire arriver, en tout cas au cours de cette session, et comme l'a affirmé Madame la Présidente de notre institution, que nous ferons les réformes. Et donc je pense quand même que c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que les sessions ordinaires durent 3 mois, donc dans le trimestre qui s'est ouvert, donc le 2 avril, nous allons pouvoir donc faire les réformes. Et donc je crois que c'est une très bonne nouvelle, et autant donc pour la classe politique, pour les députés et puis pour l'ensemble de la population. Donc nous attendons, en tout cas, être convoqués très prochainement, en tout cas, à une séance ordinaire et au cours de laquelle, de toute façon, nous allons mettre en place, si vous voulez, les différentes commissions permanentes et les groupes d'amitié. Et à partir de ce moment-là, je pense que le gouvernement et puis le bureau de l'Assemblée peuvent s'accorder pour l'introduction en plénière. Donc, des projets de loi importants qui sont dans les tiroirs. Voilà. Alors, mais est-ce que vous retrouvez vos anciens réflexes ou bien les contextes ont véritablement changé? Le monde a beaucoup évolué entre 1999 et puis 2019. Eh bien, beaucoup de choses ont changé. Pour autant, je pense quand même que le rituel donc, est le même. Et puis, bon, quand je vois la présidente donc en tout cas dans la direction des travaux, oui, je me souviens aussi du moins de mes débuts. Alors, ben, quelques mois avant les législatives du 20 décembre 2018, OBU, Organisation pour bâtir dans l'Union Togo Solidaire, le parti politique que vous avez créé, je crois, le 2 août 2008. Oui. Alors, vous avez décidé donc de muer ce parti en un mouvement que nous appelons aujourd'hui Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Pouvez-vous nous rappeler les raisons de cette mutation? Non, je crois que les raisons fondamentales, c'est qu'à un moment donné, la lutte a commencé par, en tout cas, montrer des signes d'essoufflement. Et nous disons que nous avons donc un certain nombre d'idées assez fortes pour essayer donc d'ouvrir le chemin de l'alternance. Et donc, aucune formation politique aujourd'hui, aucun segment de la société aujourd'hui, individuellement, ne peut prétendre donc réussir une telle mission. C'est pour cela que nous avons fait appel à toutes les bonnes volontés, parce qu'il ne faut pas oublier, du moins à cette époque-là, qu'il y avait donc le C14, et puis il y avait d'autres également qui avaient voulu faire partie du C14, du moins qui n'avaient pas demandé la possibilité. À tout cela, comme également du côté donc de UNI, où certains donc n'étaient pas d'accord avec la politique qui est conduite, nous avons appelé tous ces gens-là
de converger vers nous pour voir si nous pouvons être un élément catalyseur de toute façon de cette alternance au Togo. Est-ce qu'on a été entendu? Mais je pense quand même que jusque-là, oui, jusque-là, les lignes ont beaucoup bougé. Mais attendons de toute façon dans les mois à venir, donc ce que, en tout cas, le MPDD prépare et proposera de toute façon à l'ensemble des Togolais. Un nouveau courant de pensée? Pas un nouveau courant de pensée, mais il faut trouver une solution de à la crise. On ne va pas rester dedans, là, comme ça, bon, d'un coup, on dit tel a fait ça. Oui, en tout cas, laisser l'essentiel et s'occuper de tout un de nos petites divisions, comme cette histoire de sous dont j'ai entendu en côté. Je crois qu'il faut ranger cela. Ça arrive. Il faut ranger cela. Les leaders des l'affaire des 30 millions, il faut ranger cela. Il faut ranger. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir. Moi, de toute façon, ça fait combien? Ça fait aujourd'hui 11 ans. Oui. Je reviendrai tout à l'heure sur quelque chose. Elle dit ça fait 14 ans que je suis rentré. Et je dirais du moins que la politique même active la même du moins à partir donc de la création de Obus. Et ce qu'on a vécu, ou ce qu'on a investi dedans, c'est plusieurs centaines de millions. Et donc, on ne peut pas dire que c'est plusieurs centaines de millions et plusieurs centaines de millions. Ben, je dirais que ça provient de toute façon du fondateur. Oui, ça provient du fondateur. Du président national. Oui, n'oubliez pas, on a eu une élection présidentielle. Donc, en 2010, on a été aux élections législatives. En 2013, on a fait... Donc, en tout cas, oui, Obus n'était pas un héritage. Cela engage Obus n'était pas beaucoup de choses. Et donc, et les leaders des partis politiques ne peuvent pas vous dire ce qu'ils font tous les jours. Et on parle qu'il y a 32 millions qu'on a donné pour 14 ou 15 personnes et on dit que voilà pourquoi on a pris les 32 millions. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Vous voulez faire le procès donc de 32 millions et donc l'objectif essentiel pour lequel les gens se sont investis, vous laissez ça de côté. Les gens se sont investis pour l'alternance, pour l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Oui. Vous allez dire que non, ils ont bouffé 32 millions. Ils ont bouffé combien? Même 32 millions, si on divise par 14 ou 15, bon, ça fait combien? C'est pour ça que j'ai dit, c'est de la diversion. Et vous faites de la risée de toute façon de ceux que vous combattez. Vous faites de la risée. Vous n'êtes même pas arrivé encore au pouvoir. On parle de 32 millions et puis... Non, il faut arrêter donc, ça. Dès lors qu'on s'attarde sur ces 32 millions, vous ouvrez la voie à l'adversaire qui se moque de vous. 32 millions. Mais de tout ce qui se passe dans le pays, c'est une question de 32 millions. Moi, Agobe Kojo, je répète que personne, aucune formation politique prise isolément au sein de l'opposition ne peut mettre une stratégie en place pour dire qu'il va réaliser l'alternance en 2020. C'est en synergie. C'est en collaboration avec toutes les forces que nous pourrions arriver à réaliser l'alternance en 2020. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas voir cette diversion prospérer qu'on jette de l'anathème sur ceux qui ont souffert. Donc, pour ce pays, qui lutte au quotidien pour ce pays, pour une histoire de 32 millions. Mettez ça en parenthèse. Nous allons finir la lutte. Si après, vous voulez nous revenir là-dessus, on peut s'asseoir de tout à l'heure pour dire, voilà les conditions dans lesquelles les 32 millions ont été donnés. Vous ne trouvez pas ça ridicule que pour 14 partis politiques, on dit qu'il y a un chef d'État étranger qui a donné 32 millions? Si réellement, de toute façon, Alassane Ouattara voulait aider du monde, le peuple togolais à obtenir du monde sa libération, ce n'est pas 32 millions qu'on donne. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milliards qu'on donne pour affronter de toute façon votre adversaire. Laissez l'histoire de 32 millions de côté. Si vous ne laissez pas l'histoire de 32 millions de côté, eh bien vous allez vous réveiller de toute façon février-mars 2020 et rien n'aura changé. Et la même politique continue. Alors, à une certaine époque, M. Agbeme Kodjo, vous aviez œuvré et dans les rangs de l'opposition radicale, il faut le dire, CST, etc., le FRAC, le CST. Mais quelle est la position actuelle du président du MPDD? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la politique au Togo ne peut se décliner que dans le radicalisme, ne peut se décliner que dans la violence. Violence en termes de propos, violence en termes de jugement. La position d'Agbeme Kodjo, elle importe peu. C'est la position des MPDD. Du moins, c'est moi qui font. Moi, nous cherchons l'alternance. Nous voulons une amélioration significative des conditions de vie des Togolais. Nous ne voulons pas qu'il y ait une crise. Là, on reporte la crise à travers donc des élections, et puis après, non, on s'asseye, on dit que pourquoi il y a crise? Et on trouve les éléments, on trouve des solutions.
Voilà nous, notre posture. Et je crois que nous avons mérité pour ça depuis le début, donc, en tout cas, de ce combat. Je dis bien que c'est une crise. Les acteurs s'asseyent autour d'une table et trouvent la solution à la crise. Mais la crise ne peut pas être évacuée uniquement donc par des élections. Et puis de toute façon, élection comment? Élection pas consensuelle. Parce que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas dire que la solution du moins au problème togolais, c'est les élections. Et comment même on organise ces élections? Et donc moi je dis, écoutez, il faut savoir raison garder. Quel est notre problème aujourd'hui? Oui. Je reçois des rapports, et c'est réel, que la plupart de mes compatriotes n'arrivent pas à manger à leur faim. Que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'offrir de un repas par jour. En tant que député, vous l'avez remarqué aussi? Non, je ne sais pas, en tant que citoyen. Oui. Les députés, là, vous m'avez donné du moins ce titre-là. Je dis en tant que simple citoyen et leader politique, je constate que la faim sévit dans le pays. Est-ce réel? Que le mandat social de toute façon a dérapé? Est-ce réel? Déraper comment? C'est-à-dire qu'au lieu du moins que nous ayons du moins un mandat social, nous avons constaté du moins qu'on augmentait les prix de beaucoup de choses. Et que de première nécessité. Et que j'ai des parents, oui, qui vont au marché et que du moins, oui, on achalandé bien les choses, mais il n'y a pas de, comment je dis, il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat. Comment je le règle? Comment trouver une solution à ça? Est-ce qu'on peut revoir? Moi, j'ai vu, j'ai un proche là, qui a demandé, parce qu'il a une nouvelle fonction parlementaire, acheter un véhicule. Il a acheté le véhicule. Et puis, bon, comme il sait que j'avais officié donc au port autonome de Lomé, il m'a demandé de lui regarder un peu le dossier. La facture pro forma qu'on a amenée pour les taxes à payer, j'ai analysé tout cet ailleurs, mais c'est pas possible. Si vous faites comme ça, le pont ne peut pas marcher. On achète un... Ce n'est pas la portée. Laissez-moi terminer, pour que vous compreniez. Oui. On achète un véhicule à 2,5 millions. Toutes les charges là qu'on a calculées là. Et puis je vois certaines choses à 20 000, 25 000, 20 000 qui n'ont même pas de toute façon, c'est-à-dire qu'on peut remettre en cause. Et puis, finalement, c'est autour de 2 700 000 qui doit sortir douane et autres compris pour ajouter au prix d'achat du véhicule. 2,5 millions. 2,5 millions. Je regarde, j'ai dit, mais comment voulez-vous que ça marche? 2 700 000 pour sortir un véhicule de 2 500 000. Oui, non, j'ai le papier. J'ai dit, comment voulez-vous que ça marche? Rien que ça. Comment voulez-vous que ça marche? Non, il y a un problème, c'est-à-dire... Oui, mais comment expliquez-vous le fait qu'on corse ainsi le pouvoir d'achat des Togolais? Oui, mais non, c'est pas le pouvoir d'achat, ça. C'est-à-dire que c'est le coût. J'ai dit, finalement, de toute façon, c'est 100%, c'est plus de 100%. Oui. C'est-à-dire, j'achète quelque chose à 2,5 millions. Donc, je sors 2,7 millions. Je dépense 2,7 millions pour un véhicule d'occasion. Je dis non, ça ne marchera pas comme ça. Nous ne l'avons pas géré le port de cette manière-là. Il faut qu'on soit sérieux. Mais ça dit que mais les Togolais qui veulent acheter, ils ne peuvent pas acheter. Je prends la douane là-dessus, tous les frais, j'ai analysé. Mais ça, c'est quoi ça? Ce que je dis là, tous les experts, donc portuaires, ici ou ailleurs, conviendront avec moi que lorsque vous changez les choses comme ça, vous êtes un vecteur. C'est-à-dire que le port est dans une position de vecteur inflationniste. C'est-à-dire que quand vous augmentez, vous augmentez. Mais en fait, prenons là les coûts là, rubrique par rubrique, et cherchez à savoir quels sont ceux qui se cachent derrière de tout chaque province. C'est-à-dire que quand tu sors un véhicule là, il y a une société là, tu lui payes 25 000. Quand tu sors un véhicule là, on dit 4 d'importateur. Moi, je suis, du moins, comment je dirais, je suis consommateur, j'ai besoin du véhicule pour faire un truc. Je ne suis pas commerçant. On me dit, mais carte, quoi qu'on est là, carte d'importateur. Mais il y a plein de choses, moi j'ai dit, mais c'est pas possible, ça ne marchera pas. Et pendant que vous sortez le véhicule, s'acheter le carburant, c'est aussi la croix et la bannière. Non, je vais te dire, il y a encore un autre truc que j'ai vu qui m'a fait rigoler. Au nom de quel principe? Nous sommes dans une économie libérale. Je sors un véhicule, vous m'imposez la compagnie d'assurance là pendant un an. Mais, c'est-à-dire, si je vais aller, à supposer que, bon, je suis avec Alliance. Je donne Alliance parce que je connais très bien. C'est une société d'assurance. Mais pourquoi voulez-vous, et que moi, je suis assuré, tous mes véhicules sont assurés chez Alliance. Pourquoi voulez-vous, en sortant un véhicule du port là, que je passe par une société de compagnie d'assurance déjà là, calée, qu'il faut passer par là, que assurance pendant un an?
Alors que vous avez déjà Moi, une autre j'ai compagnie déjà d'assurance. une autre compagnie. C'est là, j'ai vu ça sur le papier. J'ai dit non, écoute, ils sont sérieux. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Il faut arrêter ça. Non, Donc on devait laisser le soin à l'usager de pouvoir choisir sa librement. compagnie d'assurance. Pourquoi demander d'acheter un véhicule au port, vous m'imposez de toute façon une compagnie d'assurance et vous me demandez d'être avec cette compagnie-là pendant 1 an avant d'aller ailleurs? Mais il y a tellement d'anomalies dedans. Pourquoi il y a ce que nous appelons la communauté portuaire, les acteurs portuaires? Pourquoi il ne peut pas s'asseoir là et analyser les trucs un à un ici, là, c'est trop, on diminue? Pourquoi? C'est pour ça que je vais créer donc l'Alliance pour la promotion du port autonome de Lomé. Nul ne peut de toute façon augmenter ses prix sans concertation avec les autres. Et c'est comme ça que nous travaillons. C'est-à-dire que la douane ne peut pas augmenter, les transporteurs ne peuvent pas augmenter. Si on ne s'asseye pas, si ton augmentation va paralyser donc l'activité du port, eh bien de toute façon, il faut qu'il y ait un arbitrage. Alors, monsieur Agbeme Kodjo, vous avez été ancien directeur général du port oui, c'est autonome vrai, de je Lomé. l'assume. Alors, voilà, je voudrais simplement savoir, ça remonte à quand le contre-amiral Fogan Daignon vous a approché par rapport à certaines expériences, certains acquis que vous avez pour pouvoir l'aider à mieux gérer le port? Oui, lorsque l'amiral, comment je dirais, Daignon, donc, a eu la confiance des autorités pour aller diriger le port, oui, il m'a envoyé un émissaire. Donc, dans les premiers mois. Je crois, après, du moins, mais ces aides se sont tellement développées qu'il a voulu, du moins, voler tout seul. On a vu le résultat aussi. Alors, nous sommes en train de constater également que le MPDD actuellement, dans le contexte politique actuel, contexte politique togolais bien sûr actuel, marqué par une assemblée nationale élue le 20 décembre dernier, mais force nous est donnée de constater que on ne compte aucun député de la coalition des 14 à l'Assemblée nationale actuelle. C'est une erreur. C'est une erreur de la part de nos amis de C14. Je le répète, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'en politique, lorsqu'on veut prendre une décision de ce genre, il faut écouter tout le monde. C'est une erreur fondamentale. Avoir 8 membres de la CENI, la possibilité, 8 membres de la CENI désignés donc par l'Assemblée nationale, et il restait seulement la prestation des serments, et se retrouver de toute façon député à l'Assemblée nationale, et se retrouver donc comme parti extra-parlementaire. Je dis, mais même de toute façon, si c'est une malédiction qu'on vous a laissé lancer, bon, ok, les ablutions de moins ce que nos parents nous font au village là, devaient pouvoir vous aider de toute façon à l'éviter. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour le pays, parce que l'Assemblée doit être plurielle, plus plurielle que cela, et ne pas être dominée, donc, je dis, de manière insolente, de mon part, un parti politique qui a été construit pendant 2 ans. Ah oui, là, vous dites c'est une erreur de stratégie ou bien... Ce n'est pas grave, on ne va pas regarder le passé, mais on ne peut plus se donner le droit ou la permission de répéter de les erreurs. 2002, je vous ai appelé pour dire que mes gars, faites attention, la Constitution va être modifiée. Ne loupez pas dans ces élections. Vous ne m'avez pas écouté. On a fait les élections, vous n'avez pas été, on a modifié la Constitution. Si l'opposition de l'époque, incarnée par Jésus Solimpio, Eden Kodjo, Abouibo et les autres, m'avait écouté, Foy Nassimi ne serait pas président de la République, puisqu'on ne pouvait pas modifier la Constitution. Il fallait avoir 45 ans, aller demander à Kofigo. Il fallait avoir 45 ans pour être candidat. On n'allait pas ramener ça à 36 ans ou à 35 ans. À l'époque, de toute façon, notre jeune frère avait 36 ans. Ils ne pouvaient pas. Pourquoi ils ont refusé? La deuxième chose, c'est qu'en 2014, lorsque le débat constitutionnel dans le Conseil posé, j'ai dit, mes gars, fermons les yeux. Si c'est un mandat supplémentaire, du moins ce que nécessite donc le parti au pouvoir pour dégager le plan plancher de toute façon en 2020, faisons-le. Vous m'avez insulté et envoyé de vos collègues, donc c'est vrai sur les médias me dénigrer, mais pourtant c'est moi qui avais raison. Et puis donc à l'époque, nous avons pris des contacts avec des chefs d'État étrangers, avec l'Union européenne, avec des barons de Uni. Il y a une conversion qui se dessine parce que Blaise Compaoré est tombé, et bien peut-être ici aussi, du moins, Fort pouvait tomber. Et donc de toute façon, vous voyez, une solution à minima, au moins pour se protéger. Vous avez dit non. Mais vous avez dit non, et puis bon, c'est vous qui aurez tardé. Vous avez une alliance là, du moins avec Uni là, pour maintenir du moins Uni au pouvoir jusqu'en 2100. C'est cette alliance que vous avez. Nous n'avons pas cette alliance-là. Il faut que le pays avance. Il faut que chaque Togolais se retrouve. Il ne peut pas avoir des citoyens de deuxième zone et des citoyens de première zone. Je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'une fonction publique, c'est à durée déterminée. On ne peut pas rester là comme ministre 10 ans, 15 ans. Nulle part. Nulle part. Quand vous le faites comme ça ne marche pas.
Pourquoi moi, il va rester pendant 10 ans, et les 10 ans, 15 ans, et les autres? Et les autres? Pourquoi, de toute façon, un citoyen futur extrêmement intelligent puisse être ministre ou avoir une charge publique pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans? Il y a un problème. Peut-être qu'il est en train de vendre ou mettre ses compétences au service du... En 20 ans, il n'a pas fini. Et là, monsieur Guillaume Kodjo, pensez-vous qu'avec les législatives du 20 décembre dernier, la crise togolaise est derrière nous? Elle n'est pas derrière, elle est devant nous. Elle est devant nous. La crise encore? Qui sait pas ce que vous avez appelé la crise? La crise, c'est-à-dire que manifester dans les rues cassées, je suis contre. Parce que les gens, il y a des mois, avaient l'habitude de nous dire que s'il est facile de détruire, il n'est pas facile de reconstruire. Je suis contre les casses. On peut manifester sans casser. On peut manifester sans lancer de montre, sans subir des gaz de lacrymogène. C'est même pas donc une bonne chose. Moi, je dis, regardez l'exemple que les Algériens ont donné à certains pays occidentaux et à nos pays aussi. Parce qu'en fait, dans certains pays occidentaux, on voit des manifestations où on casse. On casse ce qu'il ne faut pas casser. OK? Le cas des gilets jaunes en France, par exemple. Je ne sais pas. Oui. Mais de toute façon, je suis l'actualité internationale. Oui. Et donc, en Algérie, ils ont fait partie de Bouteflika tranquillement. Ils n'ont rien cassé. Avec de la classe. Je dis, rien cassé. Et là, et au jour d'aujourd'hui, on connaît la date des élections. Oui. Dit, pas de 5e mandat. Avant-hier, on a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants, mais ils n'ont même pas riposté avec des jets de pierre. Où? Et en Algérie. Ah, je n'ai pas vu ça. Ah oui. Alors, M. Guillaume Kodjo, vous l'avez dit, la crise, elle est toujours... La crise est là. Elle est présente. Non, elle est présente. C'est-à-dire, il ne faut pas que les citoyens aient un sentiment de frustration. Que la belle vie, les facilités, c'est d'un côté. Quand il y a des sacrifices à faire, il faudrait donc qu'on observe que le sacrifice est général. Tu sais, j'étais avec mon vice-président hier, M. Gérard Dia, et nous annoncions donc notre passage au port autonome de Lomé. Quand moi je suis arrivé donc au port autonome de Lomé, j'ai hérité d'un véhicule Mazda que M. Edo Antoine, mon prédécesseur, utilisait. J'ai utilisé ce véhicule pendant 18 mois. C'est-à-dire, je ne peux pas dire aux gens, je vais dégraisser. Vous êtes trop nombreux. Je vais faire dégraisser le mammouth. C'est-à-dire que il y a un pourcentage, la masse salariale doit représenter un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. C'est classique. Quand la Banque mondiale arrive là, ce sont ces compteurs. Il faut que donc je puisse me retrouver dans ces statistiques-là, dans ces normes. Mais j'ai utilisé ce véhicule pendant 18 mois. Pourquoi voulez-vous demander que je sorte un nouveau véhicule alors que j'impose des restrictions de mon au personnel? Et donc, moi je dis, c'est un sacrifice, on fait tout ce sacrifice. Si ça s'arrange, on arrange pour tout le monde. Mais nous avons deux yeux. Il faut démarquer de mon souhait. Un œil se réjouit et que l'autre plaît. Et donc, nous avons le sentiment du monde que nous vivons dans une société à deux vitesses. Il y a les uns et les autres. Nous disons non. Essayons de toute façon de faire le point de tous les dysfonctionnements et de les corriger. On peut le faire. Et où? Dans un dialogue? Déjà, c'est très facile à faire. Donc, quand il y a une crise, regarde-moi ce que fait Macron aujourd'hui. Bon, il y a une crise. Donc, ils rencontrent des gens, ils discutent. Ok, ils ont fait la synthèse. Le Premier ministre de tout oui. Oui, maintenant devant la représentation nationale. On connaît les dysfonctionnements. Non, il faut diminuer tels impôts, il faut augmenter tel impôt, donc l'impôt sur le réduction d'impôt sur la faute. Bref, il y a toute une série de dysfonctionnements dans la société qui ont été identifiés. Et on va proposer des solutions. Mais on ne fait pas des élections pour dire que la crise est terminée. Dans quel pays? Oui, la crise est terminée, même après une seconde, nous allons parler. Oui. Donnez-nous le temps. Donc, regardez, après les élections, on a augmenté le pétrole. On a augmenté aussi, donc, les gens crient. On a augmenté le pétrole, on a augmenté le prix d'achat des véhicules, on a augmenté bien d'autres choses dans le pays. L'électricité. Oui, mais voilà, c'est l'électricité que je cherchais. Je ne sais pas s'ils ont augmenté le prix d'achat des véhicules parce que c'est dans un marché concurrentiel. Ah non, les taxes sur les véhicules là. Oui. Ok, oui, je crois. Donc il y a au moins, on a identifié au moins 3 taxes. Et puis en fait, sur le pétrole, sur l'essence, c'est qu'en fait, une fois qu'on fait une augmentation là, je crois que c'est en chaîne.
La dame qui va chercher la tomate de toute façon, je ne sais pas, au Burkina. Automatiquement augmente le prix de vente. Oui, mais le transport a augmenté. Moi, si je veux augmenter, pour me retrouver. Mais entre-temps, le pouvoir d'achat n'a pas été augmenté ou amélioré. Le pouvoir d'achat de toute façon est stable. Est stable. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire, je dis bien. Oui, mais nous nous trouvons quand même dans un contexte de mandat social. Et c'est là où je dis de toute façon que c'était complètement dévoyé et que peut-être qu'on n'avait pas prévu que le prix du pétrole allait augmenter, que telle situation allait obliger de le pouvoir à augmenter le prix de l'électricité ou le prix de... C'est pour ça que j'ai dit, écoutez, ces problèmes-là sont là. Certains n'arrivent pas à manger à leur faim. D'autres estiment que leurs droits sont brisés. Est-ce que vous pouvez trouver une solution à cela? Et puis, il y a un problème politique aussi. Les gens disent que vous êtes resté trop longtemps. Et il y a une solution par rapport à ça. L'Assemblée nationale va en débattre. Voilà. Oui, mais tout porte à croire que cette situation, disons, ces amertumes de la population ne vous préoccupent pas. Vous qui êtes les 91 députés élus. Oui, visiblement. Monsieur Joachim, oui. Pourquoi vous êtes si pressé? L'Assemblée vient d'ouvrir sa première session ordinaire, le 2. Aujourd'hui, on est le 9, c'est ça? On est le 11. Il y a 9 jours. Pourquoi vous êtes pressé? Dès qu'on commence là maintenant, vous allez voir le rythme auquel, de toute façon, nous allons nous préoccuper donc de la situation des Togolais. En tout cas, nous sommes tous concernés à des degrés divers. Oui, mais Monsieur le Président, quel sentiment vous anime en vous asseyant aux côtés des jeunes qui apparemment ou visiblement peuvent être vos enfants à l'Assemblée nationale? Non, d'abord, je ne suis pas le doyen. Hein. Oui, on le sait. Si j'étais le doyen, j'allais présider donc les travaux préliminaires. L'Assemblée nationale ne sait pas quelle chance elle a. Parce que avoir des personnages de cette qualité-là dans cette assemblée, je crois quand même que c'est une chance énorme. Parce que de tout moment, moi j'ai traversé l'histoire donc du Togo, j'ai vu beaucoup de choses, voilà, j'ai dirigé dans cette assemblée, je connais de toute façon, je sais comment ça fonctionne, et c'est une chance. Donc. Et puis également, c'est une première au Togo d'avoir eu un ancien président de l'Assemblée nationale qui retourne donc sur les bancs de l'Assemblée. C'est extrêmement long. Vous savez, ici, nous avons une seule et grande obligation, la transmission. En allant là-bas aussi, je cherche à transmettre ce que je sais du fonctionnement de l'Assemblée. Je cherche à transmettre mon expérience aux générations qui arrivent. Est-ce que cela ne s'assimile pas à une sorte d'humiliation qu'on vous inflige étant donné qu'on ne vous place même pas dans le bureau? Non, vous savez... Tellement bardé d'expérience, du moins si c'est au niveau du bureau, vous pouviez... Non, on n'est pas obligé d'être dans le bureau, donc pour être efficace. En fait, la composition du bureau de l'Assemblée donc obéit donc, à des principes parlementaires clairs. Donc le bureau doit être le reflet donc, de la configuration de la nation. La configuration de l'Assemblée nationale, des députés du monde qui sont là-bas. Et donc avec 2 députés, officiellement, oui, parce qu'on pèse plus que 2 députés au niveau du Togo ici. Il faut que tout le monde aussi le comprenne que c'est les combinaisons, en tout cas, les choses là qui ont réduit, donc, comment je dirais, le MPD du monde des députés. De toute façon, vous aviez gagné un député dans le Vaud et puis après, cela a été retiré. Visiblement, vous étiez très énervé le jour-là quand on avait fait la Cour constitutionnelle avec vous. Ça appartient à l'histoire et ceux qui ont cassé cela, ils auront ça sur le conscient toute leur vie. Et dans une nouvelle sortie, M. Tchiki Achadam souligne que la marche de samedi, c'est pour revendiquer une transition, la libération des détenus, le retour des réfugiés et demander également que le président de la République renonce à briguer un 4e mandat. Est-ce que le contexte actuel s'y prête? En fait, ce qu'il dit, beaucoup d'acteurs politiques le pensent. Mais dire que vous allez marcher, le dire publiquement que vous allez marcher pour une transition, pour pas de 4e mandat pour Fagne Gnassingbé, si vous évoquez ça de cette manière-là, c'est normal que ceux qui entourent Fagne Gnassingbé se disent, mais eux ils viennent où là? Et ils vous feront tous les blocages. C'est ce que j'ai reproché également donc au truc de François Boko. François Boko pouvait rentrer. François Boko pouvait facilement rentrer à l'université. Vous aussi, vous avez vécu la même situation, on dirait. S'il n'y avait pas eu trop de publicité, parce que François Boko seul ne peut rien faire. Et donc, il pouvait rentrer, il pouvait canaliser bien du monde au passage
François Bocco, de toute façon, j'en parle aussi, parce que lorsque j'étais chez Madame Dadédé, donc la dernière fois, j'ai parlé avec beaucoup de douleur. Et pourquoi? Parce que ce jour, ce 8 avril 2019, représentait donc un anniversaire douloureux donc pour moi. Ça faisait donc 14 ans que j'étais revenu. À la même heure où j'étais de Mousse avec Dadédé, on me conduisait de Mousse mais à la prison à Kara. Il y a un char devant, un char derrière. J'étais coincé en 5 députés, en 5 policiers, et les chefs de mission, au fur et à mesure qu'on avançait, téléphonaient à quelqu'un. En fait, moi j'avais rencontré déjà Fonia Singbe et sa délégation auprès du président Bongo pour mon retour. Quand vous étiez en exil? On a prétexté que la Guémé Kojo aurait détourné 5 milliards de la BOAD destinés à la réhabilitation de la jetée principale et du moule numéro 1, 5 milliards 600 millions de l'Agence française de développement qui devait servir donc à acheter donc du matériel d'élevage, du matériel de manutention, à informatiser le port et à construire également donc un terminal conteneur. Je voulais rappeler de mon Togolais qu'il y a certains qui voulaient rentrer dans le capital donc, du terminal conteneur. L'Agence française de développement s'y est opposée. Ils ont fait quoi? Ils ont annulé le montant, à peu près 3 milliards, et du moins destiné à la construction donc, de notre terminal à conteneurs que nous appelions à l'époque LTS, Lomé Terminal Service. Ils ont annulé, ils ont retourné ces 3 milliards à la vue qu'on n'en veut pas. Et pourtant, on imaginait ces 3 milliards-là dans la poche d'Agbo et Kocho. On a envoyé moi, ce qu'on appelle une commission rogatoire en France. J'ai été interpellé donc par la justice française. J'avais mes avocats, on a jugé. Il y a un communiqué officiel qui était sorti que les enquêtes judiciaires et bancaires ont révélé qu'on n'a trouvé aucune trace de détournement de fonds publics sur le compte d'Agbo et Kojo en France. Donc, c'est à la demande du gouvernement togolais que j'ai été, du moins, comment dire, interpellé et jugé en France. On ne juge pas la même affaire 2 fois. Je suis revenu, vous n'avez aucune raison, et donc vous m'embarquez. En fait, je ne sais pas, dans cette affaire-là, celui qui m'a inculpé, le magistrat Sogoyou, Paouelé, c'est le même qui a procédé à la dissolution d'un corps de obus. Vous vous souvenez? Oui. Enfin bref, on m'a amené là. Et donc quand j'étais dans la salle, devant Dadédé, je me voyais malmené comme ça. Donc pour aller jeter de mon salle à la prison de Kara. Je n'ai rien fait. Rien, hein. J'ai dit, je n'ai rien fait. Quand vous voyez donc les vrais détourneurs que tout le monde connaît au Togo, qui se pavanent, réalisent des choses et qu'on laisse, et que de toute façon, oui, quelqu'un qui n'a rien fait, on l'embarque comme ça. Et comme mon arrestation, François Bocco le jugera de mon arrestation punitive. Et donc c'est pour ça que j'ai une pensée à la chose. J'ai une autre pensée pour lui. Laquelle? Oui, il y a une autre pensée et un devoir de reconnaissance. Donc pour François Bocco. Quand on m'a amené là de Lomé donc à Kara. Et quand on vous avait amené de Lomé à Kara, c'était directement à la prison civile ou bien? Non, laissez-moi vous parler. Allez-y. Quand on m'a amené donc de Lomé à Kara, nous avons passé de plus de 10 heures de route parce que ça avait des chars. Et les chars ne roulent pas vite. C'est plus de 10 heures. Les extrémistes avaient pour gagner m'éliminer à Sotobo. C'est François Bocco, ministre de l'Intérieur, qui a appelé l'ambassadeur de France, je donne son nom, Monsieur Olville, qui vont l'éliminer. Alain Olville. Qui a servi au Togo et qui est maintenant pour le compte de l'Union européenne au Mali. Que j'ai rencontré donc la dernière fois lorsque le Mali célébrait donc son indépendance, nous qui avions observé l'élection au Mali, on nous a invités. Donc j'ai rencontré Alain là-bas. Donc on devait m'éliminer. Donc c'est François Bocco qui a appelé Olville, qui vont l'éliminer à ce Togo.
Et Olivier a pris son téléphone. Il a appelé ceux qui doivent appeler. Et si vous le faites là, la session de pouvoir va être très difficile pour vous parce que le dossier d'Abouama est un dossier signalé. C'est suivi. Voilà ce qui s'est passé. Et comment voulez-vous aujourd'hui qu'il y a eu cette similarité-là de cas? C'est-à-dire qu'il est exilé et pourquoi il est parti? Il a dit les conditions dans lesquelles les choses devaient se dérouler risquent de déraper. Moi aussi, je suis parti comment? Je suis parti par le fait que il y a une puissance étrangère installée au Togo qui nous a dit, si vous ne faites pas la réforme, le jour où le général Yadima sera rappelé par Dieu, vous allez vous trucider au sein du NPT et ça risque d'embarrasser la ville. Ce rapport, nous l'avions. Et donc, Péré devait de toute façon intervenir pour modéliser le parti. Moi, je devais intervenir pour modéliser les institutions. Donc, il y a eu et donc, ce qui devait se passer, ce que nous avons eu dans ce rapport-là, et qui nous a amené donc à initier, si vous voulez, de toute façon, les réformes, c'est ce que Boko a dit. Et c'est ce qui s'est passé de toute façon lorsqu'on n'a pas voulu écouter et vous étiez obligés d'écrire sur vos maisons déjà frappées. Nous allons devoir marquer la pause, mais on va revenir tout de suite. Le PNP appelle à une nouvelle manifestation. Les chefs de canton de la préfecture de Kloto menacent de sortir les guerriers traditionnels qu'on appelle les abrafos. Et en fin de compte, le gouvernement confine les manifestations dans 3 villes au lieu de 10. La réaction que cela suscite en vous, M. Agbebe Kodo, parole vous sera donnée tout de suite après la pause. Retour donc en studio avec notre invité, l'honorable Messa Gabriel Agbebe Kodo. Il est également président national du parti politique MPDD. Alors, tout à l'heure, je le disais, le PNP voudra bien marcher dans 10 villes, mais le gouvernement a dit non, ce serait plutôt dans 3 villes à travers le pays. Mais au même moment où, disons, entre-temps, ce sont les chefs traditionnels qui ont menacé dans la région de Balimé, faire sortir ce qu'on appelle les abrafos. Non, je pense quand même que c'est grave, parce que nous avons une loi fondamentale, et nous avons une loi portant manifestation publique, ce que vous appelez la loi Bojona. Il faut que la loi passe. Les chefs traditionnels, les abrafos, ne peuvent pas constituer une entrave à la manifestation. Et donc pour moi, j'interpelle donc le ministre Payado Abokossi de mettre de l'ordre dans ces affaires-là. Je reprends, j'interpelle le ministre Payado Abokossi de mettre de l'ordre parce qu'il est chargé de l'application des lois. À partir de ce moment-là, il doit interpeller. En tout cas, les chefs traditionnels l'avaient également intervenu au niveau du préfet de Kloto, afin que donc l'ordre soit rétabli. Mais je rappelle aussi que les manifestants n'ont pas le droit de casser. Les manifestants n'ont pas le droit de casser, ni de faire des actes de violence. Et si tel est le cas, la loi doit passer aussi. Et donc, il faut qu'on s'entende. On peut manifester sans casser. Nous avons dans ce pays donc la loi anti-casseur. Si quelqu'un casse des biens publics, privés, il passe sous le contrôle de la loi. Et donc à partir de ce moment-là, si chacun, tout acteur jouait pleinement de toute façon son rôle, sa mission dans le respect des lois, il n'y aura pas de problème. Et donc en fait de toute façon, ces gens d'intimidation là donc ne passons pas, selon moi. Si les gens veulent manifester, qu'ils manifestent dans la paix. On a tracé l'itinéraire, il faut qu'ils trouvent un compromis déjà en amont sur l'itinéraire, et une fois de toute façon, comment je dirais, la marche démarrer, il faut observer de toute façon, en tout cas l'itinéraire défini avec les autorités. Oui, mais voilà. Monsieur le Président, de nouvelles manifestations dans le pays, l'objectif ou les objectifs de cette manifestation, est-ce qu'on ne peut pas appeler les organisateurs et s'asseoir avec eux, puisqu'entre-temps, quand on parle des réformes, entre-temps, la présidente de l'Assemblée nationale a quand même fait des promesses que les réformes seront faites et que le gouvernement rassure du moins les organisateurs des manifestations. Non, je crois que dans toute démocratie, les manifestations doivent constituer, si vous voulez, des outils qu'on utilise pour faire des pressions donc, sur ceux qui exercent le pouvoir. En France, par exemple, si nous prenons des gilets jaunes, regardez le nom, ça fait 3 mois, le nombre de samedi, où du monde les rendez-vous, que les gens veulent manifester tous les jours, c'est de leur droit. Mais il y a des règles. Donc, ok, il y a des règles.
Vous devez donc informer l'autorité et également sensibiliser vos éléments pour qu'il n'y ait pas de casse. Et parlant des réformes, quel test, selon vous, peut être étudié à l'Assemblée nationale? Parce qu'il y avait l'expert sénégalais qui a fait une proposition de test, ce qui n'avait pas requis l'approbation des uns des autres. Et voilà, la 5e législature a pris fin. Nous sommes dans une nouvelle législature avec un nouvel état d'esprit. Le gouvernement, l'Assemblée ne nous a pas encore donné le dossier portant donc révision de la Constitution et puis des institutions. Une fois que nous aurons le dossier, parce qu'il faut passer, ça peut avoir lieu cette semaine ou la semaine prochaine, je pourrai revenir ici et nous parler avec vous. Je n'ai aucun élément. Et nous avons suivi certaines de vos dernières sorties, en particulier celles qui portent sur le PND, le Plan National de Développement. Et vous semblez reprocher, tant soit peu au chef de l'État ou disons à son entourage. Je ne peux pas reprocher. Oui, à son entourage. Non, parce que le mot insens. Oui. Nous parlons français. Je n'ai rien reproché au chef de l'État. J'ai observé ce que je peux appeler des dysfonctionnements. C'est-à-dire que nous on a vu en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Sénégal. Comment ça a été fait? Nous avons un PND de 4622 milliards de francs CFA. Oui. Il y a deux choses pour que ça marche. Oui. Quel est le climat politique et quel est le climat des affaires? C'est-à-dire l'investisseur qui arrive à deux repères. Climat politique, climat des affaires. Ok. Est-ce que le fonctionnement de la démocratie au Togo est assez rassurant pour, comment dire, les investisseurs de mettre donc leurs centaines de milliards, les centaines de milliards ici? C'est eux qui savent. Mais nous qui sommes à l'intérieur aussi, nous avons nos propres appréciations donc sur la qualité de la démocratie, la qualité de notre système politique, la défense des droits de l'homme, le respect de... Nous avons cela. Maintenant, climat des affaires. Est-ce qu'il y a corruption dans le pays? Est-ce qu'il y a détournement dans le pays? Ou est-ce que on s'est fait là? Parce que quand j'insiste sur l'histoire de détournement, c'est lié au fait que, bon, dans une étude qui a été publiée du moins par les Nations Unies, il a été démontré que 3 000 milliards de dollars constituent le montant des prévarications et tout ça, donc on observe dans le monde chaque année. Mais maintenant, moins de 10% de ce montant-là résout plein de problèmes. La faim, la malnutrition, remettre les enfants déscolarisés à l'école, vaincre le paludisme, donner de l'électricité. Et donc, la lutte contre la corruption doit être priorisée dans tous nos États, puisqu'on sait le mal que nous fait, la corruption. Okay. C'est un fléau qui gangrène. Oui, ça c'est planétaire, donc il faut lutter contre ça. Je ne reviendrai pas sur l'indifférence de toute façon des puissants, parce qu'ils ne sont que, ce sont 10 000 personnes à contrôler la moitié des richesses de la planète. J'ai dit, ils ne sont que 70 000 personnes sur les 7 milliards. Sur les 7 milliards. Oui, à contrôler. Et donc, dans un pays là, il faut lutter contre la corruption. Est-ce que oui ou non, il y a des cas de corruption avérés ici qui sont restés impunis? Alors, donc, au lieu qu'on cherche à construire des groupes pour aller négocier, donc, pour trouver des partenaires pour venir financer les trucs, vous dites que on a fait un programme comme quoi on va aller à l'intérieur et puis vous voyez des élèves, des petits gamins. Bon. Non. Pour moi, la compréhension que j'ai eue du PND, parce que j'étais dans la salle, j'ai été invité, c'est qu'il faut mobiliser ces ressources-là pour aller dans 3 axes. Il faut mobiliser les 4 622 milliards pour aller dans 3 axes. C'est pas pour de toute façon que le président de Monceau circule de village en village ou de préfecture en préfecture avec les jeunes. Non, c'est pas ça. C'est pour demander aux populations de s'impliquer davantage. Non, dans les populations, les populations de tout temps n'ont rien à faire de tout temps pour le moment. Il faut s'approprier le truc. D'accord. Qui ne veut pas recevoir des hôpitaux? Qui ne veut pas recevoir donc des écoles? Qui ne veut pas recevoir des centres de préparation de toute façon de jeunes à produire des logiciels? Parce qu'en fait, l'économie se digitalise. Donc, dans tous les domaines aujourd'hui, si nous voulons vaincre les déserts,
les déserts de mon spirituel, sur le plan médical, sur le plan de mon scolaire, parce que bon, les gens font des études à distance aujourd'hui, donc c'est grâce à la digitalisation. Et puis, numérique, bien sûr. Numérique, et puis il y a un exemple là d'une jeune fille kenyane, là, je ne sais pas, elle n'a même pas 30 ans, qui a de toute façon, en tout cas, un logiciel qu'elle a revendu à 20 millions de dollars. Donc si de moins on le fait au Kenya, on peut le faire au Togo aussi. Donc en fait, il y a arrivé de moins à former les gens pour que nous puissions atteindre une masse critique qui permet donc, bon, Togo là également, quand on parle de numérique, de tout ça flamme dans tous les sens. Donc au lieu, je dis, tout le monde veut avoir ça. Mais nous ne voulons pas que le chef de l'État, qu'on lui organise des choses qui vont coûter aux contribuables. En termes d'électricité, vous l'avez dit tout à l'heure, en termes de pétrole, en termes de taxes sur les véhicules, les motos, et tout ça que nous on va aller se balader pour dire que non, il faut mobiliser les ressources comme on fait. Le Sénégal demandait, disons, 4 milliards, on lui a donné tout le monde 3-4 milliards, parce que donc les gens font confiance au pays, font confiance à l'économie. Ok. Alassane Ouattara, il n'a même pas mis 48 heures, il a bouclé. L'autre, comment il s'appelle? Même chose. Et puis, bon, notre jeune frère, Kabouré, Christian, au Burkina, aux prises, donc de toute façon, aux attaques, djihadistes, tous les gens, bouclé. Mais nous, c'est 4 000. C'est pas 17 000 comme de toute façon chez Kabouré, c'est pas 19 000 comme au Bénin, c'est pas 30 000 comme chez Alassane. Vous voulez vous balader? Vous prenez ce truc au sérieux ou de toute façon, donc, c'est de la poudre à perler? Oui, maintenant, Monsieur le Président, l'autre chose, c'est juste un fait isolé. On a constaté que lors de ce lancement du PND Tour au niveau de TV, on a vu des gens arborer des t-shirts à l'effigie du parti au pouvoir. On ne les condamne pas, mais quand même, je ne reviendrai pas sur le jugement de tout temps que nous avons fait de mon sur ce truc-là. Je dis, ça là, peine des tours, fausse route. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez juste une question à poser à notre invité de ce matin. Madame, monsieur, vous êtes le bienvenu. En direct sur Victoire FM, et le premier intervenant est déjà en ligne avec nous sur Victoire FM, bien reçu sur le www.radiovictoire.fm. Allô? Allô, allô? Oui, monsieur Gado? Bonjour. Bonjour, bonjour. Eh bien? Bon, honorable, vous avez fait beaucoup et longtemps le gouvernement. Est-ce que, quand le peuple, je ne sais là, est-ce que ça arrive à vous? Parce que moi, j'ai l'impression que l'UNI n'écoute pas le peuple, ne sait pas que le peuple a fait. Est-ce que l'UNI est devenu pharaon vis-à-vis de son peuple? Merci, bonne journée. Bien noté. Non, on va permettre que les auditeurs appellent et puis vous allez répondre tout à l'heure. Pelé, vous avez une question à notre invité. Bonjour. Bonjour, honorable. Oui, allez-y. Oui, d'abord, je voudrais dire aujourd'hui que si on parle des réformes au Togo, c'est-à-dire c'est le président, M. Adjoume, qui est le premier obstacle de ces réformes. Monsieur Agbéomé, le premier obstacle de ces réformes? Oui. C'est le commanditaire. De quoi? Oui, de quoi? Oui, allez-y. Moi, j'explique. En 2002, M. Adjoume, le Premier ministre, et le 30 août, il a fait un discours à Paris. Il faut changer la constitution pour que le président ait devant le compte prise encore le troisième mandat. Depuis Johannesburg, M. Tabou Mbeki a appelé M. Yadema de répondre à son premier ministre. Et M. Yadema a dit que cette parole-là n'engage que ce qui a parlé. Et que lui, l'américain, il ne va pas changer une devise dans la constitution. Au retour, M. Adjoume, ça fait quand même la peine. Mais est-ce que le fait de dire à l'époque au président de la République, c'est vous qui avez dit au président de changer la constitution que ça se fait aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, là, depuis le 31 décembre 2002, c'est ce que nous disons aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. D'accord, il vous répondra dans un instant si c'est lui qui est à la base. Monsieur Sizing? Alors, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Il a évoqué un point concernant l'ancien ministre
Donc, en disant que lorsque vous amenez à ce devoir, celui qui a appelé la patronne de France, Alain Olivier, pour l'alerter afin qu'on ne puisse pas l'éliminer. Or, nous savons qu'après le décès de la nation, l'ancien ministre Boko n'a fait que de dire jusqu'à début avril, ça a été juste avant la première élection qu'il était parti. Bon, or, il est en train de nous dire que celui qui allait, comme nous savons qu'après cette période, l'ancien ministre était parti hors du pays, il était parti à l'exil. Donc je voudrais savoir à quelle date réelle. Oui, il avait donné la date tout à l'heure, le 8 avril. Vous l'avez suivi? Oui, après S'il était. D'accord, donc il va vous répondre dans un instant. Il va vous répondre dans un instant. Et maintenant, Cézine, après Cézine, c'est Komi. Bonjour. Oui. Bonjour à notre invité. Oui, bonjour. Vous connaissez tout à l'heure que vraiment nous les problèmes. Moi, ma préoccupation, c'est de savoir vous avez été policier, vous avez été président de l'Assemblée nationale, directeur du port. Autonome de l'humain. Voilà. Mon problème est que Oh là là. Bon. Komi, on l'a perdu. Et rapidement, le dernier intervenant. Non, terminé, on y va. Ok, alors. D'abord, non, Par rapport à Boko. non, attends, au dernier intervenant qui parle de que Boko, je suis rentré à Lomé le 8 donc, avril 2005. Lorsque la police m'a cherché, m'a demandé de rentrer dans leur véhicule, ils voulaient que je sorte du véhicule qui avait me chercher. On dit qu'on m'emmène chez moi à la maison parce qu'il y a des troubles en ville. Et puis on a dépassé le boulevard au niveau des terminaux Roche. Je dis, mais où est-ce que vous m'amenez? Et la police me dit qu'on m'emmène dans le bureau de François Boko. Il était ministre de l'Intérieur. Et donc François Boko était bien élevé. Et donc il faut que celui qui le fait, il faut qu'il revise cette date. Deuxième chose, par rapport, si on écoute le peuple, je vais vous dire ceci. Je disais chez un de vos confrères que Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Il nous a fait un estomac. Il faut mettre de la nourriture dans l'estomac pour avoir de l'énergie. Quand donc les apôtres ont demandé à Rabbi de tout temps quelle est la prière que vous pouvez nous apprendre, on dit notre Père qui est aux cieux. Et dedans là, on dit donne-nous notre pain de chaque jour. Troisième élément, lorsque donc Jésus donc enseignait les foules et que le soir les apôtres ont constaté que donc ils avaient faim et donc ils ont interpellé donc Jésus pour dire tout ce qu'ils nous ont su, ils ont faim. Il dit ah bon oui, j'ai pas fait attention. Ok, qui a un peu de pain, qui a un peu de choses comme j'ai de poisson. Il a multiplié et les gens ont mangé. Je veux dire que tout responsable doit veiller à ce que ceux qui relèvent de son autorité mangent à leur faim. Et donc ça c'est au niveau des couples, c'est au niveau des nations, c'est au niveau de tout le monde. Donc ce qu'il dit, si on écoute le peuple, oui on écoute le peuple. On essaie de faire ce qu'on peut faire. Mais de toute façon, au niveau macroéconomique, c'est des mesures de politique publique qu'on prend pour améliorer. Nous avons parlé tout à l'heure de toute façon de toutes les charges qui pèsent sur le dédouanement au Togo, sur le dédouanement de véhicules. Ce n'est pas un produit de luxe, c'est un produit nécessaire donc pour assurer le déplacement. C'est trop élevé, c'est plus de 100%. Et que par rapport à cela, de toute façon, vous pénalisez lorsque donc les frais que vous prenez. Et je dis, il faut analyser ces frais. Et je dis, moi, et je l'assume, il y a beaucoup de faux frais dedans. Ce que nous appelons de faux frais, c'est-à-dire que des frais pour lesquels de toute façon, même si on ne les engage pas, ça n'entrave pas de toute façon le circuit du monde normal. Et donc c'est ce que je peux dire par rapport donc au discours de 30 oui, nous étions dans une réunion politique parce que celui qui le dit, il connaissait pas les canons de la politique. Je dis bien, il ne connaît pas les canons de la politique. Parce qu'il dit qu'il y a des gens qui disent qu'il est militaire, que ça ne l'engage pas, mais pourtant il s'est présenté, non, donc il ne connaît pas la politique. Alors, monsieur Agbeme Kodjo, notre auditeur a dit, voilà, vous avez tenté de lui répondre. Cependant, il a dit, est-ce qu'on peut se permettre de dire que le gouvernement devient une sorte de pharaon contre son peuple? Non, c'est-à-dire ce qu'il dit, c'est des pharaons, ils persécutent. Ils persécutent, non? Mais nous recevons des rapports où des femmes de grand marché, donc chez nous, à la maison, qui nous parlent donc de persécution fiscale, moins de choses. Donc il y a tellement de choses, c'est pour ça que j'ai dit, les élections
ne résolvent pas, donc à elle seule, les problèmes dans une nation. Si on ne peut pas de toute façon faire, du moins, une assise globale, intégrée, département par département, secteur par secteur, on s'asseye, on demande aux usagers, on demande de toute façon aux citoyens, dans tel domaine, qu'est-ce qui ne va pas. Et ce type de dialogue permet de corriger les dysfonctionnements pour que les gens soient en confiance. Voilà le mot. Est-ce que les Togolais font confiance aujourd'hui à leur système de gouvernance? Si nous faisons, les Togolais eux-mêmes ne font pas confiance à leur système de gouvernance, ce n'est pas devant des investisseurs étrangers qui viendront de toute façon dire nous avons beaucoup de milliards, parce qu'en fait ce qu'il dit, il y a beaucoup d'argent qui circule, hein, beaucoup d'argent, donc c'est le marché financier international. Mais lorsqu'il y a un endroit calme, sûr, porteur, les investissements viennent tout facilement. Alors, M. Agbémé Kodjo, nous sommes à la fin de l'émission, mais est-ce que c'est vrai, vous êtes minoritaire à l'Assemblée nationale, cependant, est-ce que les Togolais peuvent vous faire... Oui, nous sommes minoritaires en nombre, mais en termes d'expérience et en termes d'influence, nous ne sommes pas minoritaires. Est-ce que les Togolais peuvent vous faire confiance et compter sur vous? Sur moi seul? Non. Sur quoi? Sur l'institution? Oui. D'abord, je peux rassurer les Togolais que je jouerai ma partition. Je jouerai ma partition parce que je rêve de voir les Togolais autrement. Je rêve de les voir heureux. Je rêve du monde d'entendre, de les entendre briller un peu partout dans le monde. Je jouerai ma partition. Et je suis sûr qu'ils sont nombreux aussi à jouer celle que je veux jouer. Autrement dit, demain il fera beau au Togo. Dieu, en tout cas de toute façon, a programmé cela. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci madame, messieurs, pour tout ce que nous avez reçu chez vous sur la 96.3, également sur le www.radiovictoire.fm. C'est fini. Notre invité de ce matin, c'est l'ancien Premier ministre Gabriel Mensah Agbémé Kodjo, député à l'Assemblée nationale et premier responsable du parti MPDD. Alors, tout à l'heure, Jacob Arama va vous retrouver sur le coup de 9h pour le journal en EV. N'oubliez pas, 13h, nous serons là tout comme à 18h. Bonne journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.